Son cadavre était si enflé et fétide que le cercueil éclata, déversant des fluides noircis sur le sol de la chapelle. Le jadis puissant roi Henri VIII, souverain d'un empire et destructeur de reines, ne mourut pas dans la majesté, mais dans la puanteur, le secret et la terreur spirituelle. Pendant 3 jours, sa mort fut cachée au monde. Ses jambes pourrissaient alors qu'il respirait encore, et même après sa mort, son corps refusa de rester immobile. Comment le monarque le plus puissant de l'histoire anglaise a-t-il connu une fin si macabre? Quels secrets furent enterrés avec lui? Et pourquoi certains ne furent-ils jamais plus prononcés à voix haute? Voici les 10 vérités dérangeantes et cachées sur la mort d'Henri VIII que l'on ne vous a jamais apprises à l'école. Mais une fois entendues, elles vous entreront à jamais. Et maintenant, nous vous demandons de mettre la vidéo en pause et de vous abonner à notre chaîne. Pour que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. Fait 1. La mort silencieuse d'un monarque. Par une glaciale nuit d'hiver, à la fin de janvier 1547, derrière les tapisseries voilées du palais de Whitehall, le corps du roi Henri VIII céda enfin. La pièce était immobile, lourde de la puanteur de la décomposition et du souffle étouffé des courtisans trop effrayés pour pleurer à voix haute. Le monarque le plus redouté et le plus redoutable d'Angleterre, l'homme qui avait défié le pape, créé sa propre église et exécuté des épouses en toute impunité, gisait sans vie dans sa chambre. Mais au-delà de ses portes gardées, il n'y eut aucune cloche de deuil, aucune proclamation au peuple, aucune trompette royale sonnant le trépas d'un souverain. À la place, un silence profond et délibéré engloutit la cour. Pendant 3 jours, le royaume fut gouverné par un fantôme. Le roi était mort, mais personne n'était autorisé à le savoir. Dans les chambres du conseil privé, l'air vibrait d'une urgence silencieuse. Conseillers, scribes et nobles, avides de pouvoir, se déplaçaient comme des ombres, émettant des ordres et estampillant des décrets. Mais il y avait une omission flagrante. La main du roi ne bougeait jamais. À la place, ils utilisaient un bloc de métal gravé portant la signature du monarque, le sceau sec pressé sur le parchemin, par des membres du conseil désespérés de finaliser des concessions de terre, de s'assurer des titres et de transférer le pouvoir avant que la nouvelle de la mort n'atteigne le royaume. Le corps d'Henri avait être cessé de respirer, mais son nom fut utilisé comme une arme à titre posthume pour réécrire l'avenir de l'Angleterre à l'encre et à l'ambition. Que signifie le fait qu'un roi continue de régner d'outre-tombe? La réponse ne réside pas dans l'héritage, mais dans la manipulation. Le retard dans l'annonce de sa mort n'était ni un geste de respect, ni une question de décorum. C'était une pause tactique, un dernier coup dans un long jeu de survie courtisane. Pendant que les masses trimaient sans rien savoir, des décisions prises en son nom lui survivraient. La réalité de sa mort était trop dangereuse pour être déclarée. Le vide du pouvoir aurait pu inciter à la rébellion, ouvrir les portes à des menaces étrangères ou pousser les factions de sa propre cour à se dévorer les unes les autres dans une frénésie d'opportunisme. L'ironie est brutale. Pour un homme obsédé par l'autorité, dont le simple souffle faisait autrefois trembler les nobles, sa disparition fut accueillie non pas avec révérence, mais avec censure. Même la mort ne lui accorda pas la dignité de la vérité. Son image enflée, brisée, cachée derrière des rideaux de velours, contrastait de manière saisissante avec les portraits dorés qu'il avait autrefois immortalisés en roi guerrier. Désormais, il n'était qu'un cadavre derrière un rideau, dissimulé par la peur. Mais le silence ne devait pas durer. Les couloirs du pouvoir ne pouvaient contenir l'inévitable pourriture. Des chuchotements commencèrent à s'enrouler dans les salles du palais, se glissant sous les portes, s'infiltrant dans les prières des serviteurs et les tremblements des scribes. Et lorsque la vérité éclata, elle ne vint pas avec la gloire, mais avec quelque chose de bien plus grotesque, car cacher sa mort n'était que le début. Ce qu'il s'apprêtait à découvrir n'allait pas seulement réécrire un règne. Cela allait le souiller de sang, de pus et de la puanteur d'un corps qui refusait de reposer. Fait 2. La jambe qui ne guérit jamais. Tout commença par un fracas assourdissant acier contre acier, des bruits de sabots déchirant le champ de joute, puis le silence rompu seulement par le halètement des spectateurs. En janvier 1536, le roi Henri VIII tomba de son cheval caparaçonné lors d'un tournoi à Greenwich. L'étalon, près d'une tonne de muscles bruts, s'effondra sur lui. Pendant 2 heures, le monarque resta inconscient, la respiration faible, les jambes écrasées sous le fer et la chair. Lorsqu'il s'agita enfin,
Quelque chose en lui avait déjà commencé à pourrir non seulement dans son esprit, mais dans sa chair. Sa jambe gauche ne s'en remit jamais. Une blessure profonde, ouverte lors de l'impact, s'infecta. Elle devint son ombre ne guérissant jamais, jamais silencieuse. L'ulcère n'était pas une plaie ordinaire. Il ouvrait sa jambe comme une terre craquelée par la sécheresse, à vif et suppurant. Les chirurgiens de l'époque, armés d'instruments rudimentaires et de connaissances médiévales, essayèrent de l'inciser, de le drainer, de le brûler. Mais rien ne refermait la blessure. Elle devint un foyer d'infection purule, suintant de pus et de sang, souvent enveloppé dans des pélinges qui étaient trempés avant midi. La puanteur, selon les témoignages de l'époque, était insupportable, rance et douceâtre, l'odeur de la décomposition enveloppée dans des soieries royales. Les courtisans commencèrent à garder leur distance. Les serviteurs allumaient des bougies parfumées et brûlaient des herbes près de son lit, non par rituel, mais par nécessité. Qu'arrive-t-il à un homme lorsque son propre corps le trahit? Henri, autrefois l'incarnation de la force virile, fut réduit à cacher sa jambe comme un secret honteux. Sous des couches de brocart et d'hermine, sa chair noircissait et bouillonnait. L'infection s'installa non seulement en surface, mais en profondeur. Sa démarche changea. Son humeur s'assombrit. Son sommeil fut interrompu par la douleur. Chaque pas était une négociation avec l'agonie. Ce n'était pas simplement une blessure, c'était une prophétie de sa déchéance. Et pourtant, dans les portraits royaux peints à cette époque, il n'y en a aucune trace. Il est toujours montré debout, fier, les mains sur les hanches, les jambes écartées, une montagne de défi royal. Mais ces peintures mentent. Derrière la toile, le roi se décomposait. Certains érudits pensent que les ulcères provoquaient des fièvres chroniques, peut être une septicémie, et jouèrent presque certainement un rôle dans sa prise de poids démesurée et l'aggravation de son état mental. Son système immunitaire était en guerre constante avec lui-même, sa circulation sanguine une autoroute pour un poison lent. L'ulcère ne déforma pas seulement son corps, il devint l'architecte silencieux de sa désintégration. Les médecins l'incisaient jusqu'à ce qu'il saigne et fume, insérant parfois des sondes en or ou appliquant des baumes caustiques qui ne faisaient qu'aggraver l'agonie. Pourtant, la jambe refusait de guérir. Au cours de la décennie suivante, la blessure devint symbolique, un miroir impie de son règne. Ce qui avait été fort s'était infecté. Ce qui inspirait autrefois, le respect exigeait désormais la pitié et la peur. Mais la jambe n'était que le début. Tandis que la pourriture se propageait sous sa peau, quelque chose de bien plus terrifiant se préparait. Ses membres avaient beau cloquer et saigner, c'est son esprit déformé par la douleur et la fièvre qui allait rendre ces dernières années véritablement horrifiantes. Fait 3. Un corps qui ne pouvait plus bouger. Durant les dernières années de son règne, Henri VIII, autrefois une figure imposante d'athlétisme et de charisme royal, était devenu quelque chose de monstrueux, non pas dans le mythe mais dans la chair. Le même homme qui avait chassé des cerfs à pied, dansé pendant des heures en collant de soie et électrisé les foules dans le champ de joutes, se retrouva emprisonné dans un corps qui refusait de lui obéir. Son poids avait grimpé au-delà de 300 livres, et chaque pas, chaque mouvement, devenait un tourment calculé. Là où il avait autrefois inspiré l'admiration par sa vigueur, il inspirait désormais des chuchotements, étouffés derrière les tapisseries et à voix basse des rumeurs de treuils, de poulies et de meubles spécialement conçus, non pour la grandeur, mais pour la survie. Un treuil mécanique fut installé au-dessus de son lit, conçu pour soulever sa masse comme un cheval de guerre blessé. Les serviteurs, autrefois chargés de polir les armures, géraient maintenant des sangles rembourrées et des chaises renforcées. Un tabouret renforcé à roulettes lui permettait d'être traîné à travers ses palais avec la dignité d'un sac. Ses jambes, rongées par les ulcères et gonflées par l'œdème, ne pouvaient plus le porter. Les escaliers de Whitehall devinrent infranchissables. Il renonça complètement aux chevaux. En vérité, le grand cavalier d'antan ne pouvait même pas monter un âne. Et pourtant, il restait roi, ses ordres tonnaient encore dans les couloirs politiques de l'Angleterre, alors même que son propre corps se taisait. Cette contradiction grotesque, un pouvoir absolu logé dans une chair en décomposition, prépara le terrain pour l'un des règnes les plus surréalistes de l'histoire. Ses courtisans s'adaptèrent avec une créativité morbide. Les trônes furent élargis. Les robes furent cousues avec une tension haletante. Même les portraits, autrefois destinés à immortaliser sa gloire, furent subtilement ajustés pour masquer son déclin. Mais même les plus grands artistes ne purent effacer complètement l'effondrement. Ses joues s'affaissaient, ses yeux s'alourdissaient.
Sa seule présence semblait déformer l'air autour de lui par sa gravité laborieuse. Imaginez un corps si lourd qu'il se meurtrissait de l'intérieur. Ses cuisses frottaient jusqu'à saigner. Sa peau, trop tendue sur une chair enflée, éclatait en furoncles. La pression sur sa poitrine faisait du sommeil un champ de bataille de halètements et de ronflements. Il devint irritable, s'emportant dans la confusion et la fureur, un tyran piégé non par ses ennemis, mais par sa propre anatomie défaillante. Et pourtant, il n'était pas alité comme on imagine un invalide passif. Il était toujours dangereux, toujours rusé. Mais ses mouvements étaient lents, déformés, contre nature. Il se déplaçait comme un glacier se fissurant sous son propre poids, entraînant un royaume avec lui. Son immobilité physique faisait écho à une paralysie plus profonde, celle de l'État, de son héritage, de son âme. Mais la véritable horreur n'était pas seulement qu'il ne pouvait plus bouger, c'était qu'il ne pouvait pas s'échapper, ni du trône, ni de la douleur, et certainement pas de la décomposition qui le rongeait de l'intérieur. Son corps était devenu un tombeau qui l'habiterait, pourrissant et plein de ressentiment, bien avant que la crypte de marbre ne le scelle sous terre. Pourtant, même cette chute physique grotesque n'était rien en comparaison de ce qui allait suivre. L'effondrement de son esprit. Fait 4. L'esprit se désagrège. Quand Henri VIII chuta à Greenwich en 1536, le coup porté à son corps était visible des membres écrasés, des blessures purulentes, une jambe qui ne se refermerait jamais plus. Mais ce qui resta invisible fut peu, être bien plus dévastateur. Pendant 2 heures, le roi resta inconscient, son crâne frappé avec une force brutale sous son casque. Il n'y avait ni scanné, ni diagnostic, ni connaissance des traumatismes crâniens dans la médecine Tudor. Mais les historiens modernes considèrent désormais ce moment non seulement comme un effondrement physique, mais comme le début de la lente et impitoyable désintégration de l'esprit du roi. Avant la chute, Henri était têtu, fier, ambitieux. Après, quelque chose de sombre s'infiltra. Les changements ne furent pas immédiats, mais ils étaient indéniables. Il devint méfiant, vindicatif, erratique. Les décisions autrefois guidées par la raison d'État suintaient désormais la paranoïa. Des amis proches devinrent des ennemis. Des conseillers loyaux furent exilés ou décapités. Les épouses, autrefois adorées, devinrent des fardeaux rejetés ou détruites avec une rapidité et une cruauté théâtrale croissante. Thomas More, Thomas Cromwell, Anne Boleyn, tous furent dévorés par l'ombre d'un homme qui ne faisait plus confiance à personne. Ce n'était pas la tyrannie d'un stratège avisé, c'était la fureur d'un esprit en guerre avec lui-même. Les dommages ont peu être affecté le lobe frontal, la partie du cerveau responsable du contrôle des impulsions et du jugement. Les humeurs d'Henri changeaient sans prévenir. Il s'emportait pour des offenses imaginaires, émettait des condamnations à mort sans remords, et se contredisait souvent au cours d'une même conversation. À la cour, la peur remplaça le protocole. Les hommes s'inclinaient plus bas, les femmes retenaient leur souffle. Tout le monde, semblait-il, était à un faux pas de l'échafaud. Et tandis que son corps enflait et que sa jambe suintait l'infection, l'esprit qui avait autrefois équilibré la diplomatie et la domination sombrait davantage. Il exigeait un contrôle constant, alors même que son emprise faiblissait. Les traités furent rompus, les guerres ravivées, les lois réécrites non pour la justice, mais pour la commodité. Ses propres enfants devinrent des pions dans un jeu que lui seul comprenait. Édouard élevé, Marie rejetée, Élisabeth déclarée illégitime, puis réintégrée. Les caprices du roi devinrent loi, et la loi devint un outil de vengeance. Mais la transformation la plus terrifiante n'était pas extérieure, elle était intérieure. Il se mit à parler à des fantômes. Il marmonnait des trahisons à huis clos. Il griffonnait des notes erratiques, barrant parfois des paragraphes entiers pour les remplacer par des menaces tachées d'encre. Des rapports racontent que des serviteurs le trouvaient seul dans des chambres sombres, les lèvres bougeant sans interlocuteur, les doigts tressaillant, comme s'ils agrippaient encore une épée depuis longtemps disparue. Il ne faisait pas que vieillir. Il se désintégrait. La cour ne pouvait qu'observer son monarque, autrefois l'incarnation du pouvoir de la Renaissance, devenir une créature de terreur. Son trône restait intact, mais l'homme qui y siégeait était devenu autre chose, une force volatile plus crainte que respectée, plus plainte qu'obéie. Mais le pire, cet esprit en décomposition, alimenté par la peur et l'illusion, détenait toujours le pouvoir absolu. Et alors que la santé mentale d'Henri glissait davantage dans l'ombre, son corps suivit pourrissant de l'intérieur. L'esprit s'était brisé. Maintenant, la chair allait éclater.
Fait 5. La pourriture intérieure. Il n'y eut pas de moment de départ net, pas de douce extinction du souffle à la lueur d'une bougie. Pour Henri VIII, la mort n'arriva pas comme une visiteuse finale, mais comme une locataire lente et implacable, s'installant dans ses os, son sang et son souffle. Bien avant que son cœur ne s'arrête, son corps avait déjà commencé à mourir. Des infections chroniques, semées profondément dans les tissus et les tendons, menaient une guerre sous sa peau royale. Ce qui en émergea ne fut pas l'image d'un roi s'éteignant, mais l'horreur d'un homme pourrissant de l'intérieur. Dans les dernières années de sa vie, les ulcères sur sa jambe n'étaient plus des blessures isolées, c'étaient des portes d'entrée pour les bactéries, pour la décomposition, pour la corruption. Ils s'infectèrent avec une telle violence que les médecins ne pouvaient rien faire d'autre que de les drainer quotidiennement, libérant non seulement du pus, mais aussi des fluides noircis qui puaient la mort. L'air autour de lui devint épais d'une odeur de gangrène, si puissante que même les plus braves de ses serviteurs tressaillaient en entrant dans sa chambre. Certains commencèrent à porter des manches parfumées sur leur nez, d'autres l'évitaient tout simplement. Le roi qui avait autrefois commandé des armées commandait maintenant des pièces vides et des regards baissés. Mais la jambe n'était que le début. Les infections se propagèrent, s'infiltrant dans sa circulation sanguine, déclenchant des fièvres qui brouillaient ses pensées et faisaient enfler sa charpente. Sa peau se décolora, prenant des teintes de cendre, de jaune, voire de vert par moments. Du liquide s'accumula dans son abdomen. Sa respiration râlait de flegme et de pourriture. Dans les moments de calme, le son de son corps suintant, gargouillant, luttant était, disait-on, plus troublant que sa voix. Et sa voix, autrefois tonitruante, râpait maintenant comme le vent à travers une crypte brisée. Ce n'était pas une maladie au sens moderne. Il n'y avait pas de diagnostic clair, pas de traitement stérile. C'était une agonie médiévale, se manifestant par des furoncles qui éclataient d'eux-mêmes, des plaies qui refusaient de croûter, une chair qui se détachait sous la pression des bandages. Ses draps devaient être changés constamment. Ses sous-vêtements étaient trempés avant midi. L'homme, autrefois doré, peint en armure et au soleil, gisait maintenant dans son lit, trempé dans ses propres sécrétions, une ruine vêtue de velours. Même ceux qui l'aimaient, les rares qui restaient, commencèrent à craindre la proximité physique. L'intimité des soins se mua en une répulsion que personne n'osait exprimer à voix haute. Les médecins murmuraient des mots comme défaillance d'organes, nécrose, système corporel, s'effondrant un par un comme des dominos dans un couloir sombre. Pourtant, personne ne pouvait l'arrêter. La mort n'avait pas besoin de se presser. Elle avait déjà conquis son territoire dans chaque recoin de sa chair. Et pourtant, Henri vivait. Il régnait. Il signait des décrets et donnait des ordres, sa carcasse en décomposition enveloppée dans des couches de tissu et de cérémonie. Mais sous les soieries, le monarque se dissolvait. Son corps était devenu un champ de bataille, et l'ennemi n'était pas étranger, c'était lui-même. Mais alors même que la pourriture rongeait ses entrailles, ce qui suivit allait pousser le grotesque au-delà de la compréhension humaine, car bientôt, même la mort ne pourrait plus le contenir. Fait 6. Le cercueil, qui ne pouvait le contenir, au moment où le corps d'Henri VIII fut préparé pour son transport, ce n'était moins un cadavre royal qu'un réceptacle gonflé de décomposition, boursouflé et trahissant toute loi de la dignité. Son embaumement hâtif, maladroit et insuffisant n'avait pas réussi à endiguer la marée de décomposition qui déferlait déjà en lui. Alors que le cercueil était scellé et placé sur le chariot grinçant en route pour Windsor, une sombre certitude régnait parmi les serviteurs du roi. Ce n'était pas un corps que l'on honorait, mais un fardeau que l'on déplaçait. Le voyage se voulait solennel, mesuré, enveloppé d'apparat, mais le corps à l'intérieur n'était plus silencieux. Des gaz s'étaient accumulés dans son abdomen, faisant enfler son ventre comme une outre de vin laissée trop longtemps au soleil. Ses membres s'étaient raidis, puis ramollis à nouveau à mesure que les tissus se décomposaient. Les fluides s'accumulaient, les organes se liquéfiaient, la pression montait. Ce qui suivit ne fut pas un simple incident, ce fut une éruption. Au monastère de Sion, où le cercueil devait reposer pour la nuit, quelque chose d'horrible se produisit. Dans les heures silencieuses avant l'aube, sous les plafonds de pierre voûtée et la lueur vacillante des bougies, le cercueil éclata. Des fissures se formèrent le long de ses jointures. Un liquide noir et nauséabond, le suintement du roi, en décomposition s'échappa entraîné sur le sol en pierre. Il imbiba les linges, tacha le bois et libéra dans l'air une puanteur si écrasante que même les serviteurs les plus endurcis eurent des hauts le cœur. Il n'y avait plus aucune illusion de préservation, le cercueil était devenu un chaudron de corruption royale.
Mais c'est alors que naquit l'histoire mi-légende, mi-métaphore glaçante. Un chien errant, attiré par l'odeur, serait entré dans la chapelle et aurait léché les fluides royaux sur le sol. Qu'il s'agisse d'un fait ou d'une invention morale, le récit se propagea comme une traînée de poudre. Les chroniqueurs le rapportèrent plus tard avec une révulsion à peine voilée, évoquant l'image biblique du roi Akab, le souverain maudit d'Israël, dont le sang fut léché par des chiens après sa mort en guise de châtiment divin. Henri, lui aussi, avait défié l'Église, versé le sang par décret et régné avec une cruauté masquée en autorité. Maintenant, même dans la mort, il ne pouvait échapper au jugement des symboles. Ce qui rendit ce moment plus terrifiant n'était pas le gore, c'était l'implication. L'homme le plus puissant d'Angleterre, l'architecte de la suprématie royale, le roi se proclamant divin, était devenu un spectacle de décomposition si public, si vivide, que même les animaux revendiquaient ses restes. Son corps, autrefois exalté et gardé avec admiration, s'était répandu au grand jour, tachant non seulement le sol, mais aussi sa mémoire. La procession continua jusqu'à Windsor, mais le mythe avait déjà pris racine. Aucun masque ne pouvait l'effacer, aucun héros ne pouvait le couvrir. Le cercueil d'Henri, fissuré et fuyant, s'était transformé en un autel des conséquences, sa mort résonnant non pas avec solennité, mais avec effroi. Et pourtant, même après cette rupture de la chair et du symbole, l'histoire de son inhumation n'était pas terminée. Car ce qui attendait sous la chapelle de Windsor n'était pas un tombeau construit pour les rois, mais quelque chose de bien moins digne. Fait 7. Le tombeau qui n'était pas le sien. Henri VIII, le roi qui brisa la foi d'un continent pour forger sa propre autorité divine, passa son règne à construire des monuments à sa propre gloire. Il commanda des palais imposants, organisa des portraits d'une grandeur mythique et imagina un mausolée qui rivaliserait en permanence avec les pyramides. Il rêvait d'un tombeau sculpté dans du marbre blanc, orné d'effigies dorées, de seins fondus en argent et d'une flamme éternelle qui brûlerait à jamais en son cœur. Mais lorsque le moment vint de l'enterrer, il n'y eut ni flamme, ni monument, ni tombeau achevé. Il n'y eut qu'une pierre empruntée et le silence. Après sa mort et l'épisode grotesque de Sion, le corps d'Henri fut descendu dans une crypte sous la chapelle Saint-Georges à Windsor. La chambre n'avait jamais été conçue pour un roi. En fait, elle était initialement destinée au cardinal Thomas Wolsey, l'ancien lord-chancelier d'Henri, qui l'avait disgracié et détruit lorsque son ambition avait dépassé son allégeance. Ce même sarcophage, froid et en attente, devint la dernière demeure d'Henri. L'ironie y adhérait comme de la moisissure. Le conquérant des clercs fut enterré dans le tombeau d'un prêtre qui l'avait trahi. La crypte elle-même était sobre, pas de baldaquin royal, pas d'effigie dorée, pas d'inscription triomphale. Sa dépouille fut placée à côté de celle de Jeanne Seymour, sa troisième épouse et la seule à lui avoir donné un fils. Elle était morte en couches et reposait depuis longtemps dans une digne quiétude sous le sol de la chapelle. Maintenant, le roi qui prétendait autrefois que les cieux se pliaient à sa volonté était couché à ses côtés, caché sous des dalles foulées par des générations de fidèles qui n'avaient aucune idée qu'un monarque dormait en dessous. Son grand tombeau ne s'était jamais matérialisé. Les fonds s'étaient taris, la volonté politique avait changé. Les dures réalités de la guerre de ces dernières années avaient consumé les ressources et l'intérêt. Il y avait des plans, oui, des volumes de plans complexes archivés et oubliés, mais aucune pierre posée, aucun artisan convoqué. La mort d'Henri n'avait pas inspiré la crainte ou le pèlerinage. Elle avait été précipitée, dissimulée et finalement oubliée dans l'architecture de l'État. Pendant des siècles, l'emplacement resta sans aucune inscription. Touristes et membres de la royauté passèrent au-dessus sans le savoir. Ce n'est qu'avec des rénovations modernes et des études d'archives que les détails devinrent plus clairs. Le dernier lieu de repos du roi le plus tristement célèbre d'Angleterre n'était pas un trône de pierre, mais une note de bas de page dans une crypte de chapelle froide. L'héritage avait été tout pour lui. Il avait réécrit la théologie, brûlé des bibliothèques, brisé des reines et des frères, pour s'assurer que son nom résonnerait dans l'éternité. Mais sa tombe dit le contraire. Le symbole physique de sa vie après la mort, le tombeau qui, croyait-il, ancrerait son âme dans la révérence ne fut jamais construit. Le sarcophage qui le contient appartenait à un autre homme, et la crypte qui berce ses os est partagée, sans fioriture et totalement oubliable. Mais même cette indignité ne fut pas l'humiliation finale, car avant que la mort ne l'emporte complètement,
L'esprit d'Henri avait déjà commencé à se désagréger dans la terreur non pas de la douleur, mais de quelque chose de bien plus profond. Le roi d'Angleterre, qui avait autrefois défié les cieux, tremblait maintenant devant eux. Fait 8. La terreur finale d'un roi. Dans les derniers jours de la vie d'Henri VIII, ce n'était ni la peste, ni la rébellion, ni l'invasion étrangère qui le hantait. C'était le jugement. Pas politique, pas historique divin. Le monarque autrefois rebelle, qui avait déchiré la chrétienté en deux, qui s'était déclaré chef suprême de l'Église d'Angleterre, gisait maintenant dans un lit trempé de sa propre pourriture, marmonnant des prières à un Dieu qu'il avait autrefois prétendu dominer. Son corps enflé tremblait, non pas de douleur, mais de peur, la peur de ce qui allait suivre. Alors que la mort approchait, Henri exigea que des rites catholiques et protestants soient célébrés côte à côte. Il ordonna que des messes quotidiennes soient dites dans ses appartements, parfois plusieurs en une seule matinée. Des chants latins résonnaient dans les couloirs de Whitehall, une litanie désespérée d'un homme qui ne savait plus quel Dieu il devait implorer pour sa miséricorde. Était-ce le Dieu de Rome qu'il avait rejeté, ou le Dieu de la Réforme qu'il avait remodelé à sa propre image brutale? Il se confessa de manière répétée, obsessionnelle. Non pas en un geste unique et noble, mais par accès d'incohérence et d'anxiété. Il chuchotait des péchés que les courtisans n'osaient pas répéter, du sang qui ne voulait pas quitter ses mains, des voix certaines réelles, d'autres non qui lui rappelaient les épouses qu'il avait enterrées et les amis qu'il avait trahis. L'homme qui s'était autrefois moqué des moines s'entourait maintenant de membres du clergé, chacun portant non seulement les sacrements, mais aussi la lourde attente de l'absolution. Mais rien ne le purifiait. La fièvre bouillonnait dans son cerveau, et les infections pulsaient dans ses veines, entraînant son esprit dans une lucidité cauchemardesque. Il parlait de feu, d'épée, de mer en pleurs. Il serrait des chapelets tout en reniant Rome. Il ordonnait la lecture des Écritures à voix haute, puis déchirait ses draps d'agonie. Sa paranoïa spirituelle ne connaissait aucune doctrine, seulement l'effroi. Il était l'architecte de la révolution religieuse, mais dans ces dernières heures, il ressemblait à un pénite pris entre deux mondes qui s'effondrent, criant vers un ciel qui n'offrait aucune réponse. Ce n'était pas de la piété, c'était de la terreur. Le genre de terreur qui ne saisit que ceux qui se croyaient autrefois intouchables. Henri, qui avait annulé la suprématie papale, qui avait réécrit la doctrine d'un trait de plume, suppliait maintenant des forces invisibles de lui accorder la paix. Son conseil n'osait pas le questionner. Ils hochaient la tête, allumaient des bougies et appelaient des prêtres, tout pour calmer les convulsions d'un roi faisant face au seul pouvoir qu'il ne pourrait jamais commander, l'Éternel. Et pourtant, malgré les prières et les rituels, son expression ne s'adoucissait jamais. Sa respiration venait en râles saccadés. Ses yeux se dardaient vers des coins de la pièce où personne ne se tenait. Il ne mourait pas tranquillement. Il se battait bec et ongles contre un jugement qu'il avait passé sa vie à retarder. Ce qui avait commencé comme le règne d'un monarque se terminait par la spirale d'un condamné. Et alors qu'il approchait du bord de cette obscurité inconnue, même son corps physique commença à trahir le désespoir de son âme, car la décomposition n'attendrait pas. Et bientôt, même Dieu ne voudrait plus être près de lui. Fait 9, un embaumement bâclé, quand le corps du roi Henri VIII céda enfin à la mort, c'était déjà un champ de bataille perdu. Les médecins et les embaumeurs qui l'approchèrent ne trouvèrent pas le calme solennel du trépas d'un souverain, ils trouvèrent une tempête de décomposition déjà en marche. Le temps jouait contre eux. La pourriture avait commencé des jours, être des semaines avant le dernier souffle. Son ventre enflé, ses membres ulcérés et sa chair septique ne laissaient aucune place à la cérémonie. Ce qui suivit ne fut pas une préservation. Ce fut une tentative de confinement, et même cela échoua. L'embaumement au XVIe siècle était une science rudimentaire. Il exigeait du temps, de la compétence et un corps qui n'était pas déjà devenu un foyer d'infection. Mais le cadavre d'Henri n'était rien de tout cela. Les embaumeurs, paniqués par la puanteur, hâtèrent leur travail. Ils remplirent ses cavités d'herbe et de chiffons, salèrent sa peau et loignirent d'huiles aromatiques. Mais c'étaient là des rituels de désespoir, non d'efficacité. L'abdomen, distendu par les gaz et les fluides, résistait à la pression. Les jambes s'étaient durcies avec l'œdème. Son visage avait commencé à s'affaisser, la mâchoire s'enfonçant, la peau se marbrant de l'éclosion de l'effondrement interne. Les rapports de ceux qui furent chargés de sa préparation parlaient avec une horreur voilée. La puanteur était décrite comme si immonde qu'aucun encens ne pouvait la masquer. Sa peau, autrefois royale et colorée par le pouvoir,
avait pris une mosaïque de violet et de vert contusionnés. Les yeux, mi-clos et vitreux, refusaient de se fermer sans force. Sa bouche dut être ligotée. Et le pire de tout, ses membres se mirent à fuir un fluide épais et noir suintant des plis et des blessures que les embaumeurs ne purent colmater à temps. Le gonflement déforma ses traits au point de le rendre méconnaissable. Son nez s'effondra vers l'intérieur. Les joues s'affaissèrent. La célèbre mâchoire du roi, autrefois sculptée dans les peintures comme un symbole de la domination Tudor, était maintenant creusée et molle, comme si le crâne en dessous avait commencé à se dissoudre. Ils l'enveloppèrent à la hâte, non avec révérence. Le cercueil fut scellé sous pression, autant pour supprimer l'odeur que pour transmettre la dignité. Et pourtant, la pourriture ne se tairait pas. Au moment où il fut exposé, rares étaient ceux qui osaient s'attarder. La chambre était plongée dans l'obscurité, non seulement pour le deuil, mais pour dissimuler les difformités sous le linceul. Pas de cercueil ouvert, pas de baiser d'adieu, pas de sujets royaux alignés pour voir le visage d'un roi. À la place, il y avait de la distance, de la peur, une révérence forcée, manifestée à travers des mâchoires serrées et des mouchoirs parfumés. Henri avait autrefois commandé aux mains des artistes de le sculpteur en mythe des portraits d'une virilité immortelle, d'une gloire impériale. Mais maintenant, même les artisans de la mort ne pouvaient masquer ce qu'il était devenu. Son embaumement n'était pas une préservation, c'était un échec écrit dans une haleine fétide et une peau liquéfiée. Et bien que le cercueil fût scellé, il ne tiendrait pas. La conséquence de leur hâte était encore à venir. Car ce qui avait été hâtivement rangé dans l'ombre allait bientôt se frayer un chemin vers la lumière du jour, tachant non seulement le tissu et le bois, mais aussi le souvenir final d'un monarque consumé par sa propre chair. Fait 10. Pas de masque mortuaire, pas de gloire. À une époque où les visages des monarques étaient immortalisés dans le plâtre, moulés dans l'immobilité comme leur expression finale de pouvoir et de souvenir, Henri VIII ne laissa rien derrière lui. Aucun masque mortuaire officiel ne fut jamais réalisé, ou s'il le fut, aucun n'a survécu. Pour un homme qui avait contrôlé son image avec une précision tyrannique, qui avait commandé d'innombrables portraits et gravé sa légende dans le tissu de toute une époque, cette absence est plus que curieuse. C'est un vide qui résonne. Édouard III, Richard II, Charles Ier, tous ont laissé derrière eux des masques qui préservaient leur visage, leur mythe, leur mémoire. Les masques mortuaires n'étaient pas de simples souvenirs, c'étaient des monuments en miniature, des reliques tangibles de la souveraineté, moulés quelques heures après la mort, avant que la peau ne puisse s'affaisser. C'étaient des objets sacrés, des outils politiques et des actes de résurrection visuelle. Pourtant, pour le roi Tudor le plus emblématique, il n'existe aucun artefact de ce type, aucun moule, aucune empreinte, aucune ressemblance en plâtre de l'expression finale d'Henri. Pourquoi? Les théories sont sinistres. Certains pointent vers l'état grotesque de son cadavre, si défiguré par le gonflement, l'affaissement et l'infection que toute tentative de préserver ses traits aurait abouti à l'horreur, non à l'hommage. L'embaumement, déjà raté, avait laissé son visage déformé, son nez écrasé, sa bouche scellée par la force. Mouler un tel visage n'aurait pas produit un roi, il aurait capturé un monstre. D'autres suggèrent que l'omission était politique. La mort d'Henri survint à un moment précaire de la succession Tudor. Son fils Édouard n'avait que 9 ans. La cour était en pleine mutation. Le pouvoir était fragile. Il y a peu, être eu une décision consciente d'effacer l'image finale d'un homme qui était devenu trop effrayant pour être vénéré. Un masque mortuaire aurait révélé la vérité, que le roi qui avait défié Rome, décapité des reines et s'était déclaré l'image même de la majesté était mort dans une ruine honteuse. Aucun courtisan loyal ne voulait que cette vision soit conservée dans le plâtre. Aucune faction luttant pour l'influence ne voulait être associée à une telle décomposition. Et ainsi, le masque final d'Henri VIII n'est pas de cire ou de marbre. C'est l'absence. Sa dernière image reste cachée, son visage enseveli non seulement sous la pierre, mais sous des couches de honte politique et d'horreur physique. L'icône d'un empire ne laissa aucune trace, si ce n'est la pourriture. Ce qui persiste à la place, ce sont des mensonges peints des portraits saisis des décennies plus tôt, où il domine encore de son regard d'acier et de ses jambes écartées, les mains agrippant sa ceinture comme le dieu de sa propre création. Mais ces images sont des fantasmes. L'homme qui mourut en janvier 1547 n'était plus un dieu, ni même un roi. C'était une carcasse enflée et suintante, scellée dans une pierre empruntée, trop abîmée pour être préservée, trop dangereuse pour être montrée.
Et dans cette omission finale, pas de masque, pas de ressemblance, pas de visage pour hanter l'avenir Henri VIII, disparut dans le silence qu'il avait autrefois tenté de conquérir. Le roi qui remodela le monde ne put contrôler le souvenir de sa propre fin.